Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux élus qui nous ont fait le privilège d'être à cette rencontre et à vous tous, à vous toutes, et puis aux amis qui ont bravé la pluie pour être là. Alors, euh, comme l'a dit Pascal juste avant, mon propos sera pour une grosse vingtaine de minutes. Voilà, l'idée c'est de laisser le plus possible la place aux échanges. Si on se retrouve, c'est pour pouvoir justement participer et j'espère partager une histoire qui est de moins en moins connue. Euh, Plus près du micro. Voilà. Alors une histoire qui est de moins en moins connue, ça va mieux comme ça. Voilà. D'ailleurs, allez, pour commencer, on va faire un petit test. Qui est-ce qui ne connaît rien de l'histoire de la guerre d'Espagne? Est-ce que vous oseriez lever la main, ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là? Y en a-t-il dans la salle? Non? Tout le monde connaît? Tout le monde connaît. Ah, donc j'ai affaire à des spécialistes. Ça, c'est déjà des gens intéressés, en fait. D'accord, ok. Alors, on va faire un deuxième test. Euh, dans la salle, qui est fils ou petit-fils de républicains espagnols? Ah, donc là, c'est plus que connu. D'accord. Bon, très bien. Un bon 20%. Ah. Oui, parce qu'on m'a dit que la région, l'Ariège, était une terre où avaient fait souche beaucoup de, 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 de fils de républicains espagnols et leurs enfants. Donc, effectivement, ça se vérifie. Parce que quand je fais ce petit clin d'œil, en général, qui ne connaît pas la guerre d'Espagne, j'ai au moins un tiers qui lève la main en disant, vous savez, c'est loin. Et quand je pose la question, y a-t-il des fils et des petits-fils de républicains espagnols, j'en vois quelques anciens qui lèvent la main. Donc, vous êtes atypique. Alors, ce que je vais partager avec vous, c'est une histoire singulière. C'est celle de Félix et de ses compagnons que j'ai raconté dans un livre qui a été publié chez l'Harmattan. Pour ceux qui sont intéressés, comme vous l'a dit, il en reste quelques exemplaires encore là-bas. Donc, je vais vous raconter rapidement l'histoire. Mon objectif, c'est pas de paraphraser le livre, mais quand même, une histoire que j'ai mis beaucoup de temps à reconstituer. Et ensuite, partager avec vous un sujet que sont les secrets de famille. Euh, voilà, et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, euh, cette histoire, elle commence pour moi, j'avais 6 ans. Pour la première fois, après 2 jours et demi de voiture, en provenance de Lyon, toute la famille avait émigré à Lyon, enfin à Villeurbanne, à côté de Lyon. Donc pour la première fois, nous arrivons, mes parents, mon frère aîné et moi, dans un coin perdu du sud de l'Espagne, près de la Méditerranée. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est la région de Murcie, et c'est le port de Cartagena, en plein mois d'août. Mon père, ma mère, reviennent sur la terre de leur enfance après 38 ans d'absence. Et moi, je découvre un univers nouveau, une famille méconnue, une langue, je ne parlais pas espagnol. À la maison, on parlait français, à part les insultes, tout était en français. Et va se renouer alors une part occultée de notre histoire familiale. C'est celle d'un vécu singulier, celui de drôles d'immigrés en France, en fait, que sont ces républicains espagnols en exil. Alors plus tard, je vais peu à peu découvrir pourquoi nous n'avions pas eu le droit de venir jusqu'à présent, dans cet endroit de l'Espagne. Tout cela est dû à l'engagement d'un groupe de jeunes gens, mon père et ses compagnons, syndicalistes de la CNT, le grand syndicat libertaire espagnol de l'époque. J'ai appris petit à petit, par bribes, ce qui s'était passé. Mais l'élément déclencheur de cette histoire, c'est la mort de mon père. Et la découverte, alors, sous une pile de draps, dans l'armoire familiale, d'un petit carnet. J'ai de ma mère, mon père vient de décéder, j'ai de ma mère arrangé dans la chambre à coucher, l'armoire, et je découvre ce petit carnet, en fait 2 en réalité. Je dis à ma mère, c'est quoi ça? Elle me dit, oh, des trucs de ton père, fais-en ce que tu veux. Et je prends ce petit carnet. Et je découvre qu'en réalité, ce petit carnet raconte 1 an pendant la guerre d'Espagne. Alors,
je vais peut-être vous donner un peu de contexte parce que voilà, c'est important pour remettre en situation l'histoire de la famille. Mon père commence, dès son arrivée à 11 ans en France, à travailler dans une entreprise de verrerie à Lyon-Villeurbanne, après que mes grands-parents, d'ailleurs du côté de ma mère aussi, soient venus en France pour des raisons économiques, pas du tout pour des raisons politiques. Ils sont venus travailler à Lyon, Villeurbanne. C'est au début des années 30. Et à la même époque, en l'occurrence en 1928, à la même époque se crée Cours Émile Zola, toujours à Villeurbanne, un modeste Ateneo Libertario, c'est-à-dire en fait, on va dire une maison de la culture, qui s'appelle la Barraca. Alors c'est pas la barraca au sens la chance, hein, c'est la baraque tout simplement, comme une baraque de chantier, mais en espagnol. Faut dire que c'était une baraque en fait, hein, c'est vraiment quelques planches, enfin bon. Et dans cette barraca, on y donne des cours du soir pour apprendre à lire et écrire en français aux jeunes ouvriers immigrés espagnols. Et c'est comme ça que mon père va commencer en fait à apprendre à lire et écrire français, mais aussi un apprentissage en politique, parce que la barraca, c'est un athénéo libertaire. Il va s'y faire des copains. Victor, le frère de ma mère, Talego, le courageux, Pellegrin, le plus serviable, El Pelao, qui va être le plus exalté, alors lui, je vous en dirai un mot après, et même aussi Bourbon. Il s'appelait en fait Alphonse, parce qu'Alphonse XIII était le roi de l'Espagne, ils avaient été surnommés Bourbon, enfin voilà. Qui était un peu le tête en l'air. Mais évidemment, ce sont que des surnoms que je vous donne, ce n'est pas leur vrai prénom, ils avaient tous des surnoms. La baraka, c'est aussi plus que des cours du soir, c'est aussi l'enseignement de l'espéranto, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses, le vivre et le manger sain, le respect pour le livre. On y pratique aussi le théâtre, alors le théâtre social, où il y a des messages qui sont passés, la méfiance vis-à-vis du pouvoir, le refus du rapport marchand, l'égalité homme-femme. D'ailleurs, Talego s'est fait lui-même vasectomier parce qu'il était très amoureux de Juana, la sœur de Pelao. Il ne voulait pas qu'elle ait des enfants. Et la plaie des familles nombreuses, les libertaires, hommes, pour ne pas faire subir des enfantements à répétition, pratiquaient la vasectomie pour eux-mêmes. C'est le cas des deux copains de mon père, hein, par exemple Bourbon et Talego. D'ailleurs ils pensaient que c'était réversible à l'époque. Bon, en fait, voilà. On se remet dans le contexte. Hein, nous sommes en 35-36. Hein, voilà, il n'y a pas de contraception. Enfin voilà, et on est dans le milieu ouvrier, immigré espagnol. C'est aussi un groupe qui pratique beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Le refus des dogmes, c'est aussi un point très fort. Et donc, après plusieurs années, avec cette bande de copains, mon père va tout faire basculer dans une autre dimension avec la guerre. Alors, va se jouer un engagement qui va expliquer tout le reste et des secrets que j'aurais eu tant de mal à découvrir pour trouver la vérité de cette histoire familiale. Alors, la guerre. En fait, la Seconde Guerre mondiale, en réalité, elle débute en Espagne en 1936, puis je crois aussi en Mandchourie, avec les Japonais en 1937. Après les 5 ans du printemps espagnol, à la suite de l'instauration de la République, le 14 avril 1931, d'ailleurs, vous avez là le drapeau de la République espagnole, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais vu que vous êtes tous à peu près des sachants, vous avez tout de suite reconnu ce que c'était. Donc, l'instauration de la République, le 14 avril 1931, il y a des réformes avortées qui conduisent à des désillusions, il y a un climat très tendu, et le 16 février 1936, c'est la victoire de justesse du Front populaire aux élections. Et patatras, 6 mois après les élections, il y a un coup d'État, en partie raté, le 18 juillet, qui est conduit par des généraux factieux, dont Francisco Franco va en réalité déclencher la guerre. À Lyon-Villeurbanne, dans la petite communauté, c'est l'appel aux armes pour aller défendre le Front populaire. Début septembre 1936, mon père, Félix, le frère de ma mère, mon oncle Victor, et 2 autres copains, donc Pelao et Pellegrin, partent comme volontaires. Et Talego, le courageux, lui, il est déjà parti fin juillet, en fait, 15 jours après le déclenchement de la guerre. Là va commencer une deuxième phase clé dans la vie de mon père. Il a 19 ans, il y va. Il part combattre au risque de sa vie. En fait, je crois qu'il se sentait débiteur envers ceux qui l'avaient aidé à apprendre à lire et à écrire. Il se sentait aussi solidaire des copains.
Et puis il voulait participer à une espérance, celle de la République sociale. Tout cela malgré sa mère, et ensuite ma mère, mais là en l'occurrence sa mère, qui va tout faire pour le retenir. Faustine. Il faut dire qu'il était le soutien de famille, parce que son propre père était mort un an avant, comme on disait, de la maladie du poumon. En fait, il avait été mineur et voilà, il avait attrapé la silicose. Félix part malgré tout. La grand-mère essaie de le retenir, court après lui, mais il fuit. Et Félix ne peut pas évidemment s'imaginer tous les événements qui vont s'enchaîner. Au début, il va commencer dans l'aventure sur le front d'Aragon, où il va à la fois tenir le front et aider les coopératives rurales. Ce sont ses meilleurs souvenirs avec les milices populaires, où il a manié aussi bien la fourche que le fusil. Puis les milices sont dissoutes et intégrées dans les brigades de l'armée de la République quelques mois plus tard. Ce sera alors l'occasion d'une grande offensive pendant l'été 1937, lors d'une tentative de prendre la ville de Saragosse aux franquistes. Il faut voir que ça fait déjà à peu près un an qu'il est au front. Bon, je vais très très vite. Pour ceux que ça intéresse, c'est un peu plus expliqué dans mon livre. Et mon père, à la suite d'un assaut à la baïonnette au canon, est laissé pour mort à Belchite, sur le champ de bataille. À partir de ce traumatisme, il sera hospitalisé plusieurs mois. Il va refuser de reprendre les armes et de continuer à tuer. Je ne sais pas ce qu'il a fait avant. En tout cas, il ne veut plus tuer. Et pour autant, il repart au front au printemps suivant, en 1938. La République est en danger, elle mobilise tout le monde, y compris les plus jeunes. C'était la fameuse Quinta del Biberón. Et là, il y retourne. Est-ce que c'est parce que la République est vraiment en danger? Est-ce que ce sont les bombardements de Barcelone, du 16 au 18 mars 1938, bombardements par l'aviation légionnaire italienne, sans aucune raison de guerre de la population civile? Déjà, ça commence. En tout cas, il retourne, et à partir de cette date, il va tenir son journal de guerre chaque jour, sauf, ça je l'aurais découvert plus tard, lors des moments critiques. Il y a des trous dans le journal, il y a des jours où il n'y a rien. Il va intégrer une section des transmissions, il va participer à la bataille de l'Èbre, vous avez entendu d'ailleurs un couplet, qui va être la plus sanglante de la guerre. En août 1938, son unité est au cœur des combats. Elle est retirée très très affaiblie, c'est un euphémisme, après un mois au feu, et il va être repositionné plus au sud du front. Bon, je ne vous raconterai pas les péripéties. En fait, il a survécu à l'horreur de la bataille de l'Èbre par miracle. Ensuite, après cette bataille à l'automne, bataille perdue par la République, sa brigade est réorganisée. En fait, ils ont tellement perdu d'hommes qu'il a fallu recomposer. Et il repart renforcer la défense de la Catalogne, au nord de la province. Et là, début décembre 1938, les combats reprennent avec violence face aux assauts des unités franquistes. Et c'est à nouveau un mois de combats intenses au début de l'hiver. Mais cette fois, le front cède vers le 20 janvier. Son journal de guerre nous fait suivre jour après jour ce qui se passe. C'est pas. Son unité se replie toujours en combattant. Et le journal se termine le 31 janvier 1939, la semaine où tombe Barcelone. La ville sera martyrisée, elle est offerte aux troupes marocaines et aux phalangistes qui pillent et tuent environ 10 000 personnes dans la semaine. On ignore le nombre de viols. Et mon père, lui, va échouer avec un demi-million de réfugiés civils et militaires dans la grande retraite, la retirada. Il va finir en passant par Prademoyo. Il va terminer dans les camps de prisonniers, le long des plages du littoral du Roussillon. Il va d'abord être, pour ceux qui connaissent, à Saint-Cyprien, et ensuite à Argelès. Bon, je crois que cette partie de l'histoire, les gens de la région la connaissent bien, vu le nombre de réfugiés qui sont passés par ici. Dans ces camps, il y est laissé dans le dénouement le plus complet. Il y a la saleté, il y a le typhus. C'est un survivant de 21 ans qui revient en France. D'ailleurs, cette guerre aura fait à peu près 1 million de morts, blessés, 300 000 prisonniers. C'est un pays qui, à l'époque, ne comptait que 24 millions d'habitants. Et là commence la troisième phase, avec l'évasion du camp d'Argelès, grâce au courage de la grand-mère. Alors, je ne vais pas vous raconter dans le détail l'anecdote, mais il a réussi à envoyer un courrier à la famille,
et la grand-mère avec un cousin, le cousin naturiste. Euh, oui, parce que les libertaires pratiquaient aussi le naturisme. La grand-mère arrive avec un ballot de linge qui contiennent des vêtements civils et il jette les vêtements civils par-dessus les barbelés. Mon père enlève ses fripes militaires, il met son vêtement civil et il passe par l'entrée principale du camp. Là, il y a 2 Sénégalais qui faisaient la garde, qui montaient la garde. Et ils lui disent « Mais tu veux quoi, toi ?» Et il répond dans un parfait français « Non, mais je vais faire des travaux, je suis un ouvrier du camp, je reviens. » Et il passe. C'est comme ça qu'il est sorti. Évidemment, la grand-mère, des pleurs, les embrassades, ils prennent un autocar et vont partir en direction de la gare. Et l'autocar fait 30 km, même pas, il est arrêté par la gendarmerie, contrôle de papier. Et là, les gendarmes contrôlent la moitié du car et laissent la partie arrière où il y a ma grand-mère, le cousin naturiste et mon père. Et il réussit à passer. On ne sait pas pourquoi, ils ont contrôlé que la moitié. Et à partir de là, il prend le train et part à Lyon, il se cache, et il pourra faire un retour à la vie civile début 1940. Alors, les 2 premières années de l'occupation, il ne se passe pas grand-chose, c'est la débrouille, mais surtout ce qui va se passer d'important, c'est que mon père va flirter avec la sœur de Victor, qui va être ma mère, en 1943. Mon oncle Victor, lui, va participer à la résistance. Mon père, modestement au début. Lui, il va être agent de liaison dans l'armée secrète, en Limousin, dès 1943, et à Privas, en Ardèche. Mon père devient plus prudent puisqu'il se marie en 1943 avec la sœur de Victor, ma mère Carmen. Il ne participe que comme appui aux actions clandestines urbaines à Lyon. Et à la Libération, mon oncle Victor et son bataillon vont libérer Brive-la-Gaillarde. Et mon père, lui, va participer au combat lors de l'insurrection ratée de Villeurbanne du 24 au 26 août 1944. Là commence la 4e phase, qui va de 44 à 51. Alors évidemment, là, c'est la renaissance des actions culturelles et militantes à Lyon, auxquelles participe mon père. J'ai même des photos de lui dans le livre, vous verrez, où il est habillé en garde civile pour faire du théâtre, où ils font prisonnier Francisco Ferrer, enfin pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Voilà. C'est le groupe Tierra y Libertad qui organisait ces manifestations culturelles et théâtrales. Mais une partie de ses compagnons bascule dans l'action directe pour envoyer des ressources en soutien aux actions clandestines en Espagne. Et la catastrophe va intervenir en janvier 1951 lors d'une attaque ratée rue du Guesclin d'un fourgon postal par Pelao et quelques autres, et la mort de 2 hommes. Des 5 copains qui étaient partis en septembre 1936, l'un est mort, Talego, sur le front, en 1936. L'autre est estropié en 1938, il ne lui reste plus qu'un bras, c'est Pellegrin. Le 3e est condamné à mort, puis à la prison à perpétuité, Pelao, à partir de 1951. Il reste mon oncle Victor, le 4e, qui est dans le sud, et le 5e, mon père, qui a survécu à tout ça, et qui essaye d'avoir à partir de là une vie normale. Cette histoire, je voulais évidemment plus qu'à ramasser, elle est placée dans une forme d'amnésie familiale, probablement parce qu'il y a le syndrome du survivant pour mon père, l'amertume de la défaite de la guerre d'Espagne et l'amertume des camps français du littoral, la colère de ma mère lorsque mon père lui a caché ses actions clandestines à Lyon sous l'occupation, et puis la honte de l'affaire de la rue du Guesclin. Alors, j'ai reconstruit le fil de cette histoire lorsque mon père, à la fin de sa vie, a commencé à parler, lorsque j'ai découvert à sa mort son carnet de guerre, lorsque ma mère a aussi, après beaucoup de discussions, accepté de dévoiler ce qu'elle savait. Cette mémoire occultée, c'est aussi l'histoire de la Baraka, cet Athénéo libertaire de Villeurbanne, et de tous ceux qui sont dévoués pour instruire et transmettre une culture et ouvrir au monde les jeunes ouvriers immigrés espagnols de l'époque. Et donc ce travail de reconstitution, je dois dire que je dois remercier aussi l'Université Lyon 2, je dois remercier aussi les associations de mémoire historique espagnoles qui m'ont aidé dans ce travail. Et là, je souhaite évoquer quand même quelque chose qui m'avait beaucoup interrogé, qui était cet engagement. Parce que c'est aussi une histoire d'engagement, d'une parole donnée au prix du sang, dans une guerre, dans la résistance au nom de l'antifascisme,
de la liberté, comme le disait Pascal, d'une vision du monde où l'ouvrier est reconnu comme un être humain. C'était un engagement total. Mon père s'était promis de rendre à la CNT ce qui lui avait été donné, alors il s'engage dans l'aventure espagnole en laissant, bien que soutien de famille, sa mère et ses sœurs. C'est aussi l'engagement avec des proches, avec ses compagnons. C'est une fraternité d'armes, évidemment, qui va se nouer. C'est aussi comprendre pour agir pour le progrès de l'humanité. C'est cette vigilance, c'est-à-dire en gros, c'était de ne pas être indifférent aux périls qui montent dans le monde. C'était le fascisme à l'époque. La différence, c'est le pire ennemi de l'engagement. C'est aussi savoir sortir de ses habitudes devant l'injustice qui, pour eux, était faite au peuple espagnol, et de se préparer à se confronter à une autorité pervertie. Pour mon père, c'était combattre l'ennemi franquiste jusqu'au péril de sa vie. Il y a un autre niveau de l'engagement, celui de la transmission, et là, il y a eu une faille chez mon père. Il a occulté son histoire à ses enfants, à sa famille, comme a été occulté, ou presque, Jérôme a eu quelques bribes, mon neveu qui est là. Il a occulté son histoire à ses enfants, à sa famille, mais comme plus globalement d'ailleurs a été occultée l'histoire générale du rôle des étrangers, aussi bien dans la guerre d'Espagne que dans la résistance. Une mémoire n'a pas été transmise. Alors pourquoi un tel secret ? Ce qui m'amène à une partie de mon propos sur la question du secret et de l'occultation de la mémoire. Tout au long du travail pour ce livre, j'ai été confronté à l'occultation de la mémoire. Je ne pensais pas qu'elle constituerait à ce point mon histoire de famille. Alors, certainement que sur un plan psychologique, pour mon père, il y a le syndrome du survivant. Tout aussi évident, le rôle de ma mère et la honte après la guerre, le souci de se couper avec l'histoire espagnole dont le pays nous fermait les portes. Mais il y a aussi autre chose. L'horreur de la guerre, les humiliations, la peur pour les proches ont fait, je pense, pencher la balance de la mémoire, de cette mémoire-là, du côté sombre, plutôt que du côté lumineux de cet engagement. Et je pense qu'au-delà du premier niveau d'interprétation, qui est une occultation à des fins thérapeutiques, psychologiques, il y a autre chose qui s'est joué dans les secrets autour de cette histoire. Alors, de quels secrets de famille, plus précisément parle-t-on ? Il y a évidemment les secrets autour de Victor. De son vrai prénom, c'était Ginès, le frère de ma mère. C'est l'ami de jeunesse de mon père, ils partent ensemble combattre en Espagne. Victor va ensuite continuer le combat dans la résistance. C'est un homme que j'ai peu connu, il va mourir jeune. Il n'y a d'ailleurs plus aucune trace de lui chez ses enfants, mes cousins. Victor n'a rien fait comme les autres. C'était le joli cœur, c'est comme ça que ma mère le surnommait, de la famille. Dès qu'il arrive à Barcelone en 1936, il va vivre en couple et rester actif dans les milices ouvrières de la ville alors que tous les autres sont partis combattre au front. Victor va se retrouver dans les camps avec la grande retraite, la retirada. Il va participer à partir de 1943 à la résistance en Limousin et en Ardèche, comme agent de liaison dans l'armée secrète, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là aussi, l'amour va s'inviter. Il va connaître une histoire compliquée et vivre en couple à 3 pendant 1 an en partageant la femme de son capitaine de la résistance. Ensuite, elle va le suivre en 1944 et pendant 10 ans, lui et Suzanne vont tenir ensemble un hôtel-restaurant à Cannes-sur-Mer. Cet amour libre, ce couple à 3, avec une femme de 10 ans de plus que lui, a vraisemblablement fortement choqué ma mère. Mais si les histoires sentimentales de Victor sont compliquées, pourquoi avoir occulté son engagement militant ? Autre secret de famille, celui autour de mon père en Espagne à l'automne 1937. Alors, 3 points. Vous savez, il a eu une grave blessure à l'été 1937 et une longue convalescence. Et il y a un trou de plusieurs mois dans la période où il est en Catalogne. Il n'a jamais vraiment expliqué pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait dans cette période. Et c'est par un jeu de recoupement que probablement j'ai retrouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse. Il a dû aller dans un hôpital psychiatrique à la suite du choc post-traumatique de la bataille de Belchite. Vous savez, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, choc post-traumatique. Alors pourquoi ? Parce qu'on a su qu'il avait été à Reus, là où il y avait l'équipe de Francesc Tosquelles Llorado, qui est un des fondateurs de la psychiatrie institutionnelle. Et donc, par recoupement, on a compris que Reus, ce n'était pas un hôpital de guerre, c'était un hôpital particulier. Il faut savoir que dans l'armée républicaine espagnole, on acceptait de traiter les chocs post-traumatiques, pas dans l'armée franquiste, parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé en 14-18, et avec l'enseignement de 14-18, ils s'étaient rendus compte que renvoyer quelqu'un, un soldat,
qui étaient traumatisés, ça pouvait être pire encore pour l'unité qu'autre chose. Alors on peut comprendre que mon père ait passé sous silence cette histoire peu glorieuse, aller chez les fous, c'était le mot qu'on employait, voilà, c'était pas glorieux. Mais alors pourquoi avoir caché son engagement, c'est le deuxième secret de famille, dans l'insurrection ratée de Villeurbanne en 1944 ? Un autre secret de famille. Alors, très certainement parce que ma mère était en colère, lorsqu'elle a appris qu'à son insu, il avait fait une cache d'armes chez eux. Et donc qu'il a mis en danger ma mère et tout le monde. Mais alors, pourquoi aussi avoir passé sous silence l'action d'El Pelao, et en particulier, vous savez, celui qui a attaqué le fourgon postal rue du Quéclin. Il m'a demandé, j'avais 18 ans, je mets un sac à dos, ma carte Interrail, et je pars avec un pote en Scandinavie, pour les vacances. Et là, mon père me dit, tiens, puisque tu vas là-haut, Scandinavie, va voir un copain. Oh, tu connais quelqu'un en Suède, à Stockholm ? Oui, j'ai un copain. Ah. Et donc, je vais voir le copain. Je discute avec lui, je prends une photo pour montrer à mon père que j'avais été le saluer, puis après, je continue mon périple et je reviens. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit que ce copain en question avait été condamné à mort, qu'il avait, pour avoir tenté l'attaque d'un fourgon postal à Lyon et tué 2 policiers ? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit qu'il avait été ensuite extradé en Suède ? Donc moi j'ai rencontré quelqu'un, je ne savais pas qui je rencontrais, sauf que c'était un Espagnol, quoi. C'est vrai que la question des secrets de famille est une chose complexe. Je pense qu'il y a une explication dans tout cela qui tient à l'occultation générale du rôle des républicains libertaires espagnols dans cette période. Ce sont en fait les grands oubliés d'une mémoire officielle. On pourrait parler de la mémoire de la résistance, qui a largement été écrite en France par le gaullisme et les communistes, et en Espagne, l'histoire de la guerre civile vue par le régime franquiste, qui va installer une histoire qui va être celle qui aujourd'hui continue largement à être connue de tous, alors que ces hommes ont été tous les combats, mais ils n'avaient plus leur place dans cette histoire officielle des années 50 jusqu'aux années 90 à peu près. D'ailleurs, ils n'existeront pas dans les commémorations en France. L'Espagne va pratiquer le pacte de l'oubli, pour ceux qui le connaissent, le pacte de la Moncloa, pour tout ce qui est cette histoire, lors de la transition démocratique. Et il faudra attendre la fin de la décennie pour que les choses commencent à changer, d'ailleurs des 2 côtés des Pyrénées. L'occultation voulue de ce rôle des étrangers, alors dans la résistance en France, il n'y a pas que les Espagnols, mais aussi les Polonais, etc. Mais comme de l'occultation du rôle des étrangers en Espagne dans la guerre civile, à l'exception des brigades internationales et encore, tout ça, ça m'a beaucoup surpris. Alors certes, les monuments, les actes publics vont commencer au tournant des années 90, et ici dans le sud-ouest, c'est vous qui allez commencer les premiers, avec des manifestations commémoratives, avec la reconnaissance de lieux de mémoire, et ensuite dans d'autres endroits de France. Mais je pense qu'il y a aussi une explication dans notre propre mémoire familiale. Le choix qui a été fait par mon père de s'intégrer, de prendre la nationalité française à partir de 1952, l'abandon de l'engagement militant, la perte des illusions, tout cela explique, je pense, une rupture de transmission et plus largement quelque chose qui procède de la crise sentimentale où un idéal a été perdu. Il valait peut-être mieux tout oublier et garder secret toutes ces histoires de famille. Alors moi, de mon côté, j'ai été choqué quand j'ai pris conscience de beaucoup de choses, du silence en Espagne sur les horreurs du franquisme. J'ai d'abord été aussi plein d'amertume quand j'ai appris les humiliations dans les camps français, quand j'ai compris la responsabilité de l'État français dans les conditions faites à un demi-million de réfugiés espagnols, dont était mon père, quand malgré la condamnation de l'ONU, l'Espagne a été laissée du côté de l'élan de liberté après la guerre, une dictature s'est maintenue 30 ans, elle a éteint les esprits et a interdit à mes parents d'y retourner pendant tant et tant d'années. Il y avait de la colère, je crois, en fait, en moi. Mais j'ai moi-même attendu la mort de mes parents pour m'autoriser à écrire. Je pense qu'il y a eu aussi quelque chose autour du choc de la mort de maman, pour ce besoin de ne pas tout perdre, de cette mémoire familiale qui explique ce souci que j'ai eu d'essayer de transmettre leur histoire. Peut-être que la mort est le catalyseur de la mémoire et de la transmission, je ne sais pas. En tout cas, en cherchant à comprendre, j'ai voulu éviter d'idéaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, après ce livre, il y a eu une sorte d'apaisement. Peut-être aussi parce que tant d'années sont passées par là. Peut-être aussi parce que le travail de mémoire a commencé en Espagne. Peut-être enfin parce que j'ai moi-même effectué un travail sur ce sujet.
et que j'ai voulu dire ce que mon père laissait entendre. Il n'était pas un héros, c'était un simple survivant. Je pense que pour apaiser, il faut regarder en face les traumatismes de notre histoire, ne pas oublier, pour espérer que cela ne se répète pas, mais aussi se libérer de la colère des fantômes du passé. Alors, je vais terminer mon propos. Ces anciens Espagnols républicains étaient dans leur majorité des humanistes, je ne dis pas tous, dans leur majorité. Ils ont été broyés par les totalitarismes du XXe siècle. Ils voulaient faire émerger une société plus éclairée. Cette exigence de liberté, la place au questionnement et au doute n'était possible parce qu'ils ont aussi remis en cause tous les dogmes, y compris les dogmes religieux. C'était aussi la lutte armée, avec le refus des totalitarismes. Mais ces Espagnols républicains-là, moi je les ai peu connus. Je suis arrivé sur le tard, mes parents ne pensaient pas avoir un enfant aussi tard. Donc moi je voyais les vieux qui se réunissaient le dimanche à la maison. Mais je les entendais, ils avaient une force d'âme, ils avaient un souci de perfectionnement de soi, un besoin de liberté de conscience. Il y avait aussi le débat, la discussion, parfois les engueulades entre militants, ceux qui étaient pour la Montseny et ceux qui étaient contre. Mais j'ai gardé une nostalgie malgré tous leurs défauts. Ils avaient beaucoup de défauts. J'aime aussi cette conclusion de George Orwell sur son expérience de la guerre d'Espagne lorsqu'il a écrit « Quand on a eu un aperçu du désastre tel que celui-ci, il parle de la guerre d'Espagne, il n'en résulte pas forcément de la désillusion et du cynisme. Il est assez curieux que dans son ensemble, cette expérience m'ait laissé une foi, pas seulement non diminuée, mais accrue dans la dignité des êtres humains. » Je vous remercie de votre écoute. Nous allons prendre des séries de questions, s'il y en a, par 3. Et nous vous donnerons la parole. Joël, qui tient le micro, là, qui est dans l'allée centrale, vous confiera le micro. C'est pas le même Joël, c'est Joël Coutier, voilà, qui est... Donc il vous suffit de lever la main et on vous donnera la parole, voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des premières questions, des contributions, voilà, des témoignages? Je vous en prie. Si vous voulez poser des questions, donc le micro est à votre disposition. Levez la main. Ah, une dame là, Joël, devant, là, ici. Oui, vous. Voilà, madame. Allez-y. Madame, vous avez la parole. Oui, voilà. Moi, je suis que la belle-fille d'un républicain espagnol. Et effectivement, c'est les 2 dernières années, quand il a vécu à la maison, où il s'est beaucoup confié, mais les enfants eux-mêmes n'ont pas connu ce qu'ils ont vécu exactement en Espagne et en arrivée. C'est pour ça que je vous rejoins et j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre explication. Et donc j'ai mes 2 enfants qui sont petits-fils de républicains et mon petit-fils également. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'ils viennent partager ce moment. Merci, madame. Y a-t-il une autre demande de prise Merci. de parole? D'autres questions? Oui. Monsieur devant. Monsieur, allez-y. Bonjour, Jacques Delplat, de fois. Je suis probablement l'un des rares à ne pas être issu d'une famille de républicains espagnols. Et je voulais dire 2 choses. Premièrement, mon père, qui était historien ici, en Ariège, Claude Delplat, a fait 2 livres sur l'histoire de la résistance en Ariège et sur la libération de l'Ariège. La résistance publiée cette année et la libération de l'Ariège en 2019. Et il avait beaucoup de... Oui, c'est à propos de la libération de 1944 et de la résistance de 1939 à 1944. Et ce qu'il trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers, le plus étonnant étant des communistes allemands. Au camp du Vernet, beaucoup de communistes internationalistes. Et surtout, la plus grosse partie des étrangers dans la résistance en Ariège, c'est évidemment les Espagnols. Beaucoup des Espagnols communistes, qui reconstituent, y compris sous le même nom,
les groupations de militaires avaient les mêmes noms que ce qu'ils avaient pendant la guerre. Beaucoup de communistes, mais aussi des anarchistes. Voilà. Et avec des bataillons et autres, et Paul Gosse pourrait le confirmer, quand le futur général Bijard arrive à Ariège à la mi-août 1944, il veut absolument diriger un groupe de non-communistes espagnols, et on lui donne des gens qui sont des anarchistes espagnols. Voilà. Donc c'est assez rigolo de penser que Bijard a dirigé pendant 15 jours un groupe d'anarchistes. Voilà. Mais au-delà, il y en a pas mal. Donc c'était pour vous le signaler. La deuxième question, c'est des questions politiques pour après-guerre. Tous ces anarchistes libertaires, qui sont comme pas la majorité des familles républicains, ils se retrouvent où politiquement à partir de 1945 et au-delà, voilà. Et deuxièmement, aujourd'hui, en Espagne, ils sont où? Leurs descendants, je ne demande pas des histoires individuelles, mais politiquement, ils se sentent où? C'est au PSOE ou je ne sais pas quoi, voilà. Merci. Y a-t-il une troisième prise de parole? Une contribution? Ah, Monsieur Cubels, je crois qu'il... Oui. Monsieur. Voilà, Monsieur Cubels, donc je suis le président de l'amicale du camp de concentration du Vernet d'Ariège. Simplement pour dire que notre amicale, on a 4 credos. On parle effectivement de guerre d'Espagne, comme première bataille de la Seconde Guerre, bataille armée perdue. Ensuite de camps de concentration, parce que ces camps, officiellement, ils s'appelaient comme ça, les anciens les appelaient comme ça. On parle aussi on fait un travail d'histoire et de mémoire, les deux ensemble. Et ensuite, effectivement, l'Ariège, ça a été une terre de résistance. Et il faut souligner que sa préfecture, Foix, a été libérée par les guérilleros espagnols sous le commandement du commandant Royo, et non pas sous le commandement de M. Bijard, contrairement à une plaque qui est installée dans la ville de Foix, qui est proprement scandaleuse. Voilà. Alors, merci. Deux ou trois petites choses. Annick, mon épouse, me dit souvent tu es trop long dans tes réponses. Alors, bon, il ne faut pas que tu empêches le débat. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long cette fois-ci. Parce que chaque question. Voilà. La première qui était plus la question de partager cette histoire, cette mémoire de famille. Je ne sais pas si ceux qui dans la salle ont aussi une histoire comme la mienne. Vous avez tous pu observer qu'ils ne parlaient pas, ils ne racontaient pas. Ils ne se vantaient pas, en plus. Certains d'ailleurs avaient les médailles de la libération et tout cachées dans les placards. Hein. Les petits-enfants l'étaient courts. Voilà, on ne raconte pas. C'est vrai que c'est curieux parce que la transmission, elle se brise. Ce qui fait que moi j'ai pu reconstituer cette histoire dont il ne parlait pas. Ça a été 3 événements en réalité. Le premier, c'est qu'on a été voir avec mon père, c'est à la fin de sa vie, le film de Ken Loach, Terre et Liberté. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui raconte en fait l'histoire de George Orwell, vous savez, hommage à la Catalogne. Voilà. Land and Freedom, pardon, en anglais, oui. Et on était voir à Paris, au cinéma Escurial, et alors, ils avaient aménagé, ils avaient décoré avec tout l'appareillage des Républicains. Mon père était complètement hystérique quand il a vu ce film. Il n'arrêtait pas de faire des commentaires pendant la séance. Les gens n'osaient pas lui dire de se taire. Il se rendait compte qu'il y avait un truc qui se passait. Et quand on est sorti, il a parlé. Oui, c'est comme ça, oui, moi j'ai vu. Et là, il a commencé à raconter plein de choses. C'était la fois où il a le plus raconté. Il y a eu une sorte de quelque chose qui s'est passé, mais c'était déjà à la fin de sa vie. Il va mourir 5 ans plus tard. Le deuxième phénomène qui s'est passé, la deuxième chose, c'est ce carnet de guerre.
il s'avère qu'il a écrit pendant un an. Pas tout à fait. Alors je pense que s'il a écrit, c'est probablement suite à son expérience à l'hôpital psychiatrique. On lui dit, dans ces cas-là, écrivez. Il a écrit. Pas grand-chose. Franchement, les carnets ne sont pas très intéressants. Mais tout d'un coup, on a pu retracer, on a partagé ça d'ailleurs avec Jérôme, on a pu retracer ce qui s'était passé pendant ce moment obscur, noir, de la guerre, de la bataille de l'Èbre, où il disait, oulala, ça a été terrible. Avec ça, on va pas loin. Donc on a eu aussi la chance qu'il y ait un carnet de guerre. Et je ne vous cache pas que je l'ai exploité, ce carnet, quand j'ai découvert, bien plus tard. Parce qu'il fallait travailler, mettre en concordance les trous, les dates qui manquaient, où est-ce qu'il était, quelle était sa brigade. C'est pour ça que les associations espagnoles m'ont aidé à refaire, à voir ce qu'il y avait derrière. Et puis je pense que dans cette le troisième point qui va jouer, c'est ensuite recouper avec les uns et avec les autres. Je ne vous dis pas le nombre d'entretiens que j'ai eu avec les proches, avec les cousins, les petits cousins, pour recouper. Parce que c'est pas parce que ma mère me disait qu'il s'est passé quelque chose pendant l'insurrection de Villeurbanne. Bon, c'est ma mère. En plus, tout ça, elle ne voulait pas en entendre parler. Mais ma cousine m'a expliqué aussi. J'ai pu des amis de la famille. Et avec ça, ça a donné un éclairage. Parce que la mémoire de famille, ce n'est pas l'histoire. On n'est pas des historiens. On se contente de relater ce que nous racontent nos proches. Et il y a des biais parfois énormes. Ils ont leur vision de la chose. Et donc, c'est important aussi de confronter, d'essayer de ne pas raconter n'importe quoi. Et ça a été pour moi aussi un travail, je pense, par rapport au départ des parents, qui était nécessaire, peut-être. Alors, la question de la résistance en Ariège et du rôle des Espagnols. J'ai lu le livre sur le camp du Vernet, extraordinairement intéressant, avec toutes ces histoires. Je ne prétends pas, je ne suis pas historien d'abord. Hein, je suis que simple enfant de cette histoire. En plus, je n'ai pas du tout fait d'études d'histoire, enfin si un peu en antiquité mésopotamienne et grecque, vous voyez un peu, on en est loin. Mais j'ai simplement regardé là où ils étaient en fait. Donc c'est plutôt de mon côté le Limousin et l'Ardèche en fait. Hein, voilà. Pour autant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce que moi j'ai compris en tout cas, c'est que en Espagne, l'affrontement entre les communistes et la CNT a été très dur aussi. Le camp républicain n'était pas uni du tout. Et ça a continué après, y compris dans la résistance. Il y a même eu des règlements de compte en 45-46. Hein, voilà. Alors bon, je dis, c'était pas des enfants de cœur, mais cette désunion du camp républicain a aussi contribué, je pense, à sa perte. En tout cas, c'est ce que mon père me disait. Et il le regrettait énormément. Et les libertaires, ils se sont retrouvés broyés dans tout ça. Ils n'étaient pas soutenus par aucune organisation, aucun mouvement, mais ils se sont quand même engagés. Alors c'est vrai, il y avait des unités de résistance, des agrupaciones de guerrilleros, comme ils disaient, où il y avait des anarchistes avec des communistes. Hein. Je ne dis pas que c'était séparé, mais quand même, je vais vous prendre une anecdote. J'ai discuté avec un journaliste du Monde qui a un gros dossier sur l'affaire, bon, qui a publié beaucoup, dans le cadre de mes travaux pour ce livre, et qui relatait ce que racontait le chargé d'affaires du consulat général d'Espagne à Paris. Cet homme que moi-même j'ai été saluer et voir pour avoir le retour de la nationalité espagnole, ce que la loi sur la mémoire historique de Zapatero a permis. Eh bien, l'Espagne a donné le statut d'ancien combattant et une petite pension aux républicains espagnols au tournant des années 2000. Au tournant des années 90, excusez-moi. Tournant des années 90. Eh bien, écoutez ça. Quand vous rentriez dans la salle d'entrée, boulevard Malesherbes du consul général d'Espagne, les gens attendaient pour recevoir cette petite pension. Il y avait le banc où il y avait les communistes et il y avait le banc où il y avait les anarchistes. Et ça, c'est les années 90. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des... C'est une histoire très compliquée, très forte. Et d'ailleurs, mais j'en touchais un mot avec le président tout à l'heure, vice-président de l'association des anciens combattants, les libertaires, les anarchistes, ils allaient se retrouver plutôt où ?
Plutôt dans l'armée secrète. Et les autres, plutôt dans les FTP. Vous voyez ? Mon oncle, il était dans l'armée secrète, dans l'AS. Aussi bien en Ardèche que... Et c'est-à-dire, en gros, la branche gaulliste, on va dire ça, soutenue notamment par les Britanniques, de la résistance française, par rapport au FTP, qui était la branche dite plus communiste, en fait. Mais l'un dans l'autre, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu environ 40 000, on estime, 40 000 républiques espagnoles. Hein. Je ne suis pas historien, les spécialistes pourraient compléter. 40 000 républicains espagnols dans la résistance, à peu près. Alors, surtout plutôt sur la fin. Hein. Et 10 000 dans l'armée de la France libre, ça aussi on l'oublie, dans l'armée de la France libre. On a beaucoup de commémorations depuis quelques années, notamment dans la libération de Paris avec la Noévé, vous savez, donc cette compagnie du régiment de marche du Tchad qui sont les premiers à être rentrés dans Paris. Bon, mais ils étaient là, y compris, d'ailleurs c'était principalement des libertaires qui étaient là-dedans. Ils étaient sous commandement français. Hein. Et dans les maquis, en tout cas en Ardèche et en Limousin, où le commandement était espagnol, c'est parce que les commandements français avaient été attrapés par la Gestapo et la police allemande, liquidés, et que c'est les bras droits, les numéros 2 qui vont se retrouver numéro 1, et c'est comme ça que les Espagnols vont se retrouver numéro 1. Des Espagnols, il y en avait de partout, dans les maquis. Pas très nombreux parfois, d'autres plus nombreux, comme chez vous, vous étiez plus nombreux. Ils avaient l'expérience de la guerre. Donc, lorsqu'il y a eu le STO, que les jeunes Français ont fui le STO, et ben les Espagnols leur ont appris les techniques de base de combat. Et ils avaient l'expérience, ils avaient l'ancienneté, parce que le régime de Vichy avait peur de cette concentration des républicains espagnols dans le sud et les ont disséminés partout en France. Et à partir de là, ils ont aidé beaucoup de mouvements de résistance sans le savoir. Oui, je suis un peu trop long. Et qu'est-ce qu'est devenu la CNT en Espagne ? Ça serait je garde la question pour après, parce que c'est très intéressant. C'est lié à ce qui s'est passé dans la transition démocratique espagnole. Tout a été fait pour liquider. En accord avec Santiago Carrillo, tout a été fait pour liquider l'anarcho-syndicalisme espagnol. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Enfin, c'est une toute petite structure. Enfin, il y a toujours, mais c'est plus grand-chose, quoi. Et pour le Vernet, je ne sais pas quoi dire. Ce qui est terrible, c'est de se dire que les Espagnols souvent ont construit les camps, qu'ensuite c'est les Juifs qui vont l'occuper, que tout le monde va être plus ou moins déporté à Buchenwald, en tout cas parmi les plus engagés. Enfin, vous connaissez évidemment toute cette histoire. Et je crois même savoir qu'ensuite ça va être occupé par... certains camps vont même être occupés par d'autres réfugiés comme les Harkis beaucoup plus tard. Enfin, c'est impressionnant de voir ces camps, l'usage qu'on va en avoir et les flux comme ça qui vont... Mais c'est vrai que les Espagnols vont commencer. Bon, j'étais trop long. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Daniel. Des questions ? Oui, Joël, on va faire une petite digression qui va nous divertir. Rappelle-nous cet épisode justement de la Nueve qui est méconnu et soit bref. Y a-t-il d'autres questions dans la salle, d'autres prises de parole, contributions ? Alors moi j'ai une question par rapport au... Ah, quelqu'un ? Monsieur. Vous avez dit que vous étiez retourné avec vos parents en Espagne 30 et quelques années après pour retrouver de la famille qui était là-bas. Est-ce que vous avez eu à ce moment-là connaissance de ce que pensait la famille qui était restée là-bas et de savoir aussi comment, de quel côté ils étaient et quel engagement ils avaient pu avoir. Ça, c'est ma première question. La deuxième, ça concerne tout le travail qui a été fait par les anarchistes en Espagne et principalement en Catalogne, où ça a duré un peu plus longtemps. Comment se fait-il que personne ne parle de ces réalisations qui, de mon point de vue, sont extraordinaires ? Plus personne n'en parle. Est-ce que c'est justement
la conséquence de la rivalité entre le communisme qui a tout fait pour étouffer le mouvement anarchiste. Merci. Une autre prise de parole? Une question? Quelqu'un veut se lancer? Ah, Madame Joël. Oui, pardon. Allez-y. Simplement pour compléter ce que vient de dire le monsieur, les réalisations anarchistes, elles ne sont pas cantonnées à la Catalogne, mais aussi à l'Aragon, où les collectivités ont été menées très loin avec le Conseil de défense d'Aragon. Et c'est effectivement à l'arrivée des colonnes communistes que les collectivités ont été détruites, certains anarchistes tués, certains anarchistes incarcérés, et le Conseil d'Aragon supprimé. Merci. Joël. Alors, l'histoire de la Nueve, en fait, les Espagnols, ils étaient une centaine à peu près dans le régiment de marche du Tchad, ont rejoint le général Leclerc parce qu'ils croyaient en lui. Et beaucoup étaient dans la Légion, et ils ont déserté la Légion pour rejoindre la compagnie de marche du Tchad. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'Espagnols là-dedans? Tout simplement parce que les Américains ne voulaient pas de Noirs dans les troupes qu'ils allaient équiper pour le débarquement en France. Et donc, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, en fait, c'est-à-dire qui constituaient l'essentiel de la troupe de Leclerc, ont été priés de retourner en Afrique. Et donc, il a fallu reconstituer, et on a pris ceux qui étaient là, on a pris les Espagnols qui étaient déportés politiques en Algérie, dans les camps de travail algériens. Et donc, ils vont intégrer l'armée de libération, en fait. Ils vont être équipés comme des Américains, avec des half-track, etc., le casque et tout, quand on voit les photos, voilà. Sauf que, sur leur véhicule, ils ont mis des noms. Ils étaient autorisés à mettre le nom, de nommer le véhicule. Et les half-track étaient appelés Teruel, Guadalajara, Ebro. Enfin, c'était assez extraordinaire quand on voit les photos. Et il s'avère que c'était la troupe de choc. Donc, ils étaient en tête. Ils se sont retrouvés en tête pour entrer dans Paris. Le capitaine Drone, dont la Jeep, il y avait marqué Morocco. Et quand Leclerc l'a vu, il a dit c'est tout un programme, mon cher. Et le capitaine Drone, c'était le seul Français, mais qui parlait espagnol, qui s'est fait respecter du groupe, avec comme son bras droit, qui lui était un officier de l'armée républicaine espagnole. Il dit on y va. Et ils partent, ils donnent le feu vert de Leclerc, et ils rentrent dans Paris. C'est les premiers qui rentrent. Et les Parisiens qui les voient arriver, mais c'est les Américains, c'est les Américains. Et après, non, ils ont un petit drapeau français, c'est les Français, c'est les Français. Et non, en fait, c'est des Espagnols. Et ils se positionnent à l'hôtel de ville, ils se positionnent devant Notre-Dame, il y a une photo d'ailleurs de l'Alf-Track Guadalajara, là, comme ça, vous voyez, pour venir soutenir la résistance qui appelait à l'aide, parce que c'était Roll Tanguy avait lancé l'insurrection, et les Allemands attaquaient, pilonnaient, etc. Et donc il fallait venir soutenir Paris. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans Paris les premiers. Et, oui, c'est d'ailleurs un Arménien en moto qui les a conduits pour éviter les patrouilles allemandes, pour arriver justement là au centre de commandement, là où était la préfecture de police. Et si vous avez l'occasion de venir à Paris, on pourra se faire une petite balade pour voir par où ils sont passés. Maintenant, il y a des petites plaques commémoratives. Et pour continuer, ensuite, il y a eu, vous savez, le grand défilé de la victoire, où De Gaulle descend les Champs-Élysées pour aller à la messe à Notre-Dame, à pied. Et il avait besoin d'une force de protection. Il a dit, c'est les premiers qui sont rentrés dans Paris qui vont venir être ma force de protection. Et donc, nos Espagnols, ils vont se retrouver à descendre les Champs-Élysées avec De Gaulle, les officiels, etc., jusqu'à aller comme ça, jusqu'au bout. À un moment donné, ils sortent un immense drapeau, celui-là espagnol. Alors là, non, faut ranger ce drapeau, c'est pas possible, c'est le drapeau français qu'il faut sortir. Donc ils rangent le drapeau espagnol, il faut quand même des signes, etc. Ils se retrouvent ensuite à faire le coup de feu parce qu'il y avait des tireurs isolés qui ont essayé de tirer sur la manifestation. Et à la fin, tout le monde, le grand moment de commémoration se termine et ils s'en vont. Et ils passent devant le consulat espagnol franquiste. Et là, ils tirent une rafale de mitrailleuses, ils arrachent le drapeau franquiste et mettent le drapeau républicain, quand même.
Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Je n'ai pas été trop long, j'espère, sur l'histoire de la Noé. Une histoire très peu connue, à savoir que c'est des Espagnols qui sont rentrés dans Paris les premiers, des républicains. C'est vrai que habillés en américain, c'est alors. De quel côté était ma famille? Beaucoup de familles espagnoles se sont déchirées, se sont divisées. Ce n'était pas notre cas. Ils n'étaient pas politiques. C'était des gens de la campagne, ils n'avaient pas d'engagement. Mon père était un peu une exception. Du côté de la famille de mon père, ils étaient tous partis en immigration en France. Et du côté de la famille de ma mère, ceux qui restaient n'étaient pas très engagés. Par contre, quand on est arrivé, alors surtout, il ne fallait pas parler politique, vous imaginez bien. Et d'ailleurs, à tel point que l'après-midi, en fin d'après-midi, quand il fait un peu moins chaud, et qu'on commence à discuter, voilà, ma tante fermait les portes et fenêtres. Au cas où des voisins mal intentionnés écoutent ce qui se raconte. Parce que mes parents parlaient assez librement. Ma mère, elle était surnommée la Rouge. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle refusait de mettre les pieds à l'église, donc c'était automatiquement une rouge. En fait, elle était athée, ma mère. Elle n'était pas rouge, elle était athée. Et bien, toutes ces dames, elles venaient la voir pour lui demander des conseils. Parce qu'avec elle, on pouvait parler. D'abord parce qu'elle ne vivait pas ici, et puis parce qu'ensuite, elle était de l'époque où ces choses se savaient. Et elle lui parlait des petites misères de, je ne sais pas, comme disait ma mère, des choses de femmes. Donc nous, on n'a pas été fracturés comme ça, vous voyez, mais c'était compliqué les premières années. On ne pouvait pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi, c'était pas possible. Et il fallait aussi protéger la famille, enfin on n'allait pas les mettre en danger non plus. Pourquoi est-ce que personne ne parle de ce qui s'est passé en Aragon, en Catalogne, les coopératives, tout le mouvement coopératif libertaire, pour dire simplement les choses? Alors, d'abord, ce mouvement, c'était très dur pour lui parce qu'on ne se rend pas compte, mais au début, ça se passe bien. Mais après, le pays va rentrer dans une économie de guerre. Et quel que soit le modèle économique que vous voulez mettre en place dans une économie de guerre, c'est très difficile. S'ajoute à ça les réfugiés qui viennent de plein de coins d'Espagne et qu'il faut nourrir. Et donc, très vite, les coopératives, surtout rurales, vont avoir beaucoup de mal à tenir. Alors pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui? Je pense que ils n'ont pas eu leur place entre ceux qui voient le tout marché, qui se régule lui-même par une main invisible, qui est une forme de croyance selon moi, et ceux qui voient le tout État. Là, on est dans une organisation horizontale qui part du terrain, qui part du territoire, où les gens s'organisent eux-mêmes en forme de coopérative. Les fonctions électives sont faites au tirage au sort, c'est dire, pour vraiment que ce soit électif, vous voyez. Et c'est de l'auto-organisation qui a permis en Espagne, pour la première fois vraiment, la mise en commun de moyens et la création de communautés, de coopératives, où on va pouvoir avoir enfin les moyens d'acheter un tracteur, d'acheter de l'équipement, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ils n'avaient pas cette capacité-là. Et d'exploiter, au sens de travailler la terre qui était abandonnée parce qu'elle était entre les mains de quelques riches propriétaires qui ne s'y intéressaient pas. Et tout ça, ça va être un grand élan, mais ça va durer 6 à 8 mois. Après, ça va être très difficile à cause de l'économie de guerre. Et après, comme vous l'avez très justement dit, on va liquider tout ça parce que ça ne rentrait pas dans les plans voulus par le Parti communiste et les conseillers russes. Point. Donc, cette expérience, elle va durer peu de temps, mais elle va être significative en nombre. Et quand vous écoutez les témoignages de ce qu'ils ont fait, c'est très émouvant, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a encore des choses à apprendre de cette capacité qu'ont les gens, lorsqu'on leur donne la liberté de s'organiser, à inventer des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes de produire, de nouvelles formes de penser au sens commun. Le bien commun, le sens commun, ce n'est pas la propriété d'une structure, c'est le propre de tous les citoyens. Bon, là je vais être encore un peu trop long. Y a-t-il des questions, des contributions? Joël, oui. Numen, Munoz.
Allez-y. Oui, bonsoir. Lumen Muñoz, donc fils de réfugiés politiques espagnols et fils de guerrilleros et de guerrilleras. Bijard a été évoqué tout à l'heure, mais lorsqu'il est venu il y a un peu plus de 20 ans à Foix, les seuls à l'avoir connu, c'était le père de Janine Garcia, c'était ma mère, qui était encore vivante, et c'était le commandant Robert. Et ce jour-là, Bijard m'a interpellé en me disant « Ah, mais c'est votre père qui m'a foutu à poil quand il a été parachuté. » Bijard, ce jour-là, lorsqu'il a fait son discours, n'a pas du tout revendiqué le commandement des guerrilleros, ni quoi que ce soit. Et il aurait pu le faire, puisqu'il était en capacité, il était à l'honneur ce jour-là. Il a simplement favorisé, et ça a été énorme, le parachutage d'armes. Et ensuite, c'est lui qui a signé la reddition des Allemands à Castelnau-d'Urban parce que l'officier allemand ne voulait pas signer l'acte de reddition à des gens en guenilles et sans uniforme. Donc il était à la Barbacane à Foix, on l'a fait venir jusqu'à Castelnau-d'Urban pour signer. Et ça, c'est le commandant Robert lui-même qui me l'a dit. Parce ils étaient ensemble. Mon père, entre parenthèses, faisait partie donc de la 3e brigade de guerrilleros espagnols. Il avait le grade de lieutenant. Il n'était pas communiste, il était anarcho-syndicaliste. Et lorsqu'il est mort, il était secrétaire départemental de la CNT. Et il y avait 3 bus qui sont venus de Toulouse, de Perpignan et de l'Ariège à l'époque. Et c'est lui, entre parenthèses, qui a enlevé le drapeau nazi du château de Foix. Et il disait à ma mère, c'est la plus grande peur que j'ai eue de toute la guerre, parce qu'il y avait là-haut 2 Allemands, et il avait peur qu'il dégoupille une grenade et qu'il la lâche. Et pendant une journée, le drapeau que tu as derrière, le drapeau républicain espagnol, a flotté sur Foix. Ma mère était agent de liaison, et de la 3e brigade de guerrilleros, il n'y avait que 2 femmes, Séraphine, qui était plus âgée, et ma mère. Et là, c'est bon, on aurait beaucoup à dire. Pour parler de l'Espagne, pour parler des familles en Espagne, lorsque j'ai pu revenir en Espagne, je ne suis jamais allé en Espagne tant qu'il y avait le Cabronissimo. Il se faisait appeler le Generalissimo, et moi j'appelle le Cabronissimo. Donc je ne suis allé qu'après la mort de ce salopard. Et là, j'ai rencontré un cousin de mon père, un cousin Germain. Ils étaient très liés. Et il me racontait en pleurant que lorsque les franquistes sont arrivés au village, ils l'ont enrôlé de force, autrement ils l'auraient tué à lui et sa famille. Et le soir, mon père, lui, était dans la colonne d'Urruti, avec mon grand-père paternel. Et le soir, quand le feu s'arrêtait, il criait à travers les fossés ou les barricades pour voir si de l'autre côté il n'y avait pas mon père. Et dans le village natif de mon père, Sartajad, un petit village, il y a encore une fosse commune qui a été découverte par un autre cousin que je ne connaissais pas, où il y a 13 paysans qui étaient républicains mais sans aucune activité, à qui on a fait creuser une fosse et qui ont été enterrés là, et qui sont toujours là. Et j'ai eu l'occasion d'en parler au secrétaire de la mémoire historique, Fernando Garcia Lopez, qui m'a dit qu'il ferait le nécessaire. J'espère qu'il sera reconduit dans ses fonctions de ministre et qu'il ferait le nécessaire pour découvrir la fosse. Tu as parlé aussi de l'après-franquisme. Si aujourd'hui, et ça c'est ma conviction que je partage avec pas mal quand même, si aujourd'hui ce drapeau républicain ne flotte pas encore en Espagne, je crois que malgré tout ce qu'on a pu dire pour ne pas remuer la mémoire, pour pas raviver la haine, etc., les socialistes et les communistes ont fait un pacte avec le diable
voilà, pour étouffer la République. Et donc elle a été tuée une deuxième fois par Felipe González et Santiago Carrillo, qui s'est permis d'embrasser celui qui se prétendait roi et qui est le petit-fils, qui était le petit-fils de celui qui a assassiné Francisco Ferrer. Y a-t-il une autre demande de prise de parole ou une question? Attends. Monsieur, J'arrive. attendez s'il vous plaît, monsieur va vous apporter un micro. Voilà. Alors moi j'avais une question. Moi j'avais posé une question sur le devenir politique des anarcho-syndicalistes dans la France d'après-guerre, vous y avez un peu répondu, et dans l'Espagne d'après Franco. Alors moi j'ai aussi une question, plusieurs questions, parce que dans ce récit d'épreuves et de souffrances, j'ai aussi entendu dans ton propos, Joël, les termes d'espérance sociale, de perfectionnement de soi et de foi dans la dignité humaine. Et je serais curieux de comprendre cette histoire-là, cette partie de l'histoire, et comment ces combattants qui ont traversé des épreuves considérables dans leur vie, qui ont porté autant de souffrances, ont exprimé cette foi dans la dignité humaine et cette nécessité et ce besoin de perfectionnement de soi. Alors, donc là, il y a trois questions, ou trois interventions qui tournent autour du monde libertaire espagnol. Je ne suis pas un spécialiste, je le précise, même si le sujet, évidemment, m'a intéressé. Et mon père avait tourné la page de tout cela. À partir des années 50, à la fin des années 50. Il n'était d'ailleurs pas officier ni rien, c'était un simple soldat dans la guerre d'Espagne. C'était un simple soutien pendant les actes de la... Voilà, moi je ne vous raconte pas l'histoire de chefs ou de personnages fameux. C'est l'histoire de ma famille. C'était, comme on aurait dit, des péons, quoi. Hein, voilà. Donc je le précise. La deuxième chose... même si il ne disait plus être militant, ils se retrouvaient entre eux jusqu'à la fin de leur vie, les uns et les autres. Et ils refaisaient l'histoire. Voilà. Ça aussi, c'est un paradoxe, on va dire. L'appartement de mon père, juste à côté, dans la résidence où ils étaient, il y en a un appartement qui s'était libéré quelques années après et s'est retrouvé. Ils ont fait venir un copain, Del Amo, qui était, comme par hasard, le responsable des jeunesses libertaires espagnoles. Vous voyez, donc, sans le savoir, moi je ne le savais pas, hein, ils se retrouvaient, ils essayaient. Voilà, le réseau d'entraide est resté toujours très fort. Je voulais quand même le préciser. Pas mal de choses. La première, les fosses communes. Quand le premier recensement des fosses communes a été fait en Espagne dans le contexte de la loi sur la mémoire démocratique, on s'est rendu compte que l'Espagne était le deuxième pays au monde, après le Cambodge, pour le nombre de fosses communes. Oui, au monde. C'est pour qu'on prenne la mesure de ce qu'a été la répression. D'accord ? Et tout le travail des associations de victimes, ça a été d'essayer de retrouver les grands-parents, l'oncle, ceux qui étaient là-dedans et qui étaient les grands oubliés de toute cette histoire. On avait mis un couvercle sur cette histoire-là qui n'arrivait pas à cicatriser. Parce que quand on met le couvercle sur la mémoire, ça vous revient à la figure ensuite. Le travail de réparation n'a pas été fait, pour dire les choses très simplement. Et il a fallu 2 lois sur la mémoire pour commencer ce travail de réparation, parce qu'on n'arrivait pas à le faire. Et la première, elle a été très modeste. La deuxième, on pourra en discuter. Il a fallu que des associations de victimes saisissent des juges à l'étranger, au nom du droit international, pour arriver à faire bouger, notamment la fameuse querella argentina, pour arriver à faire bouger
le pacte de la Moncloa et la réglementation espagnole de l'oubli sur toutes ces histoires-là. Je vais très vite et je résume. Je vais essayer de ne pas être caricatural. Alors, est-ce que c'était un pacte avec le diable ? Il faut remettre quand même en contexte. 1977, la transition démocratique, c'est quoi ? C'est je laisse les élites franquistes au pouvoir pour permettre la transition et éviter qu'ils bloquent le régime de transition. C'est ça, le pacte, en gros. Et en contrepartie de quoi, on arrête avec toutes ces histoires de revendications, de réparation, on le met de côté. Et on en profite d'ailleurs pour se débarrasser de la CNT, accessoirement. Ça explique une grande partie de pourquoi en Espagne ça n'a pas pu redémarrer. Il y a eu des tentatives, mais on a même imputé des attentats qui étaient en fait, on le sait aujourd'hui, faits par des militants d'extrême droite aux anarchistes de la CNT pour déconsidérer la CNT au moment de la transition démocratique. Enfin, ça a été très loin. Le ministre de l'Intérieur franquiste de l'époque avait comme plan de route de liquider toute tentative de retour de la CNT en Espagne. Donc il y a eu une volonté politique. Enfin, c'est aujourd'hui à peu près acté historiquement qu'il y a eu une volonté politique. Mais le mouvement était très, très, très affaibli. Je ne suis pas là pour apporter un avis sur ce qu'a fait Federica Montseny et son entourage, mais ils ont complètement sclérosé la CNT pour éviter tout mouvement, tout risque dans les années 60. Il y a eu beaucoup qui ont essayé de faire des choses, ils n'y arrivaient pas, et essayer de repenser le mouvement syndical, ils n'y arrivaient plus. Enfin, c'est ce que j'ai compris. On peut ne pas être d'accord. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que me racontait de mon côté. Ils n'étaient pas pour Federica Montseny de notre côté. Vous l'avez compris. Et donc, je pense qu'il y a aussi des carences internes à l'isolement et au défaut d'organisation qui expliquent plein de choses, qui expliquent cette difficulté-là. On peut imputer, certes, l'essentiel à ce qui s'est passé au jeu politique de la transition démocratique, mais il y a eu aussi des carences internes au mouvement. Et enfin, à un moment donné, ils étaient dans la fantaisie, quoi. Enfin, je ne suis pas non plus un réaliste, mais enfin, il y a des voies où il faut essayer aussi de composer avec le réel. D'aucuns me diraient, oui, mais ça, c'est de la compromission. Ouais, enfin, le résultat, ça les a amenés à pas grand-chose. La transition démocratique, là où c'était terrible, c'est qu'ils n'ont pas pu reprendre après, en disant on passe 5 ans, il y a eu la tentative de coup d'état de Terrero, enfin on va rappeler ces histoires, plus ou moins orchestrées, on passe 5 ans et ensuite on traite le sujet, et ils ne l'ont pas traité. Et le couvercle est resté. Et encore aujourd'hui, l'Espagne paye ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce qu'on n'a pas regardé en réalité en face, quand vous avez les bourreaux qui continuent à circuler dans les rues pendant des années et des années, et que vous savez que c'est les bourreaux et que vous ne pouvez pas le dire, qu'ils n'ont même pas été passés en justice à aucun moment, grâce à cela, c'est terrible dans une histoire d'un pays. Et encore maintenant, une partie des clés, je ne dis pas tout, des phénomènes de ce qui se passe en Espagne, y compris d'ailleurs en Catalogne, une partie trouve son explication dans ce défaut de travail sur la mémoire qui n'a pas été engagé lorsqu'il aurait dû être engagé. Alors il y a un gros travail de rattrapage qui est fait, à mon avis insuffisant avec la loi sur la mémoire démocratique, je vous le dis. Mais on peut en reparler, mais enfin c'est pas le sujet, là on ne va pas. Mais il y a eu un gros travail qui a quand même été fait. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Sûrement. Je pense que j'ai répondu à la question en partie sur la CNT, la question des fausses communes, la question de l'après-franquisme. Franco, ce salopard. Alors, je ne me souviens pas qu'à la maison, on ait une seule fois ouvert une bouteille pour fêter la mort d'un homme. C'est jamais arrivé, sauf pour Franco. On était très dignes dans la famille vis-à-vis de tout ça. C'était le seul cas.
on ne se rend pas compte de ce que cet homme a incarné et ce qu'il a fait. On n'en prend pas la mesure. Alors c'est vrai qu'ensuite, les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale ont été telles, celles qui vont continuer après aussi, que ce qui s'est passé en Espagne, bon, voilà, on laisse un peu de côté. Mais c'est lui qui a commencé. Le bombardement de villes civiles innocents pour terroriser la population, ça commence en Espagne. La liquidation systématique des gens au nom de l'éradication du gène rouge, comme il disait. Donc, c'est-à-dire, en gros, on martyrise sa population à ce motif-là. Ça commence en Espagne et en Russie. Ensuite, évidemment, Hitler va largement continuer. Bon. Le vol des enfants, enfin, l'histoire des enfants volés, vous savez le chiffre qui est aujourd'hui à peu près établi sur le nombre d'enfants volés et d'un système qui va perdurer jusque dans les années 80 ? Vous avez une idée du chiffre d'enfants qui ont été volés à leur mère ? Enfin, moi, les bras m'en sont tombés. On est à plus de 200 000 enfants. Plus qu'en Argentine. Mais évidemment, beaucoup plus qu'en Argentine. Beaucoup plus qu'en Argentine. Enfin, c'est l'aplatissement du pays qui est écarté avec une vision économique complètement incompréhensible, qui va faire que l'Espagne va renouer avec la famine. Dans les années, à la fin des années 40 et au début des années 50. Si je commence à faire la litanie, je ne m'en sortirai pas, je vais vous prendre encore 1 heure. Mais c'est vrai que c'est aussi ça, Franco. C'est pour ça que, pour moi, je suis effaré de voir combien encore aujourd'hui, il y a un culte à cette personne, à ce qu'il représente, et que tant de personnes disent « Ah, à l'époque de Franco, c'était autre chose, c'était bien ». Alors vous allez me dire, c'est un travers habituel, avant c'était mieux. Alors, quand on demande aux gens, avant c'était mieux, mais quel avant ? Ah ben là, on ne sait pas trop, quand j'étais jeune, je ne sais pas. Et là, quand vous demandez aux... Ah ben à l'époque de Franco, y compris dans les gens de ma famille, hein. Ouais, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas de vol, etc. Je dis, mais attends, on se pose 2 minutes. Mais vous avez vu dans quel état de développement économique était l'Espagne ? Ah bah oui, d'accord. Est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Avec l'Europe, avec tout ce qui s'est passé ? Non mais, comment on peut raconter des choses pareilles avec ce qu'a fait cet homme ? Eh ben oui. Comme quoi, l'amnésie collective, par moment, est un truc qui est assez étonnant. Et c'est pour ça que ce travail de mémoire, ce que vous faites au camp du Vernet, ce qui est fait, est absolument essentiel. Si on ne veut pas refaire... si on ne veut pas que cela revienne, il ne faut pas l'oublier. J'ai pas répondu à la question de je me suis laissé emporter. Désolé. Vous voulez parler ? Oui. Oui, alors vas-y. Et puis après, je répondrai à la question de Pascal. Oui. Oui. En fait, cette idée de travailler la mémoire, qu'elle soit à un niveau national ou international, collectif, ou que l'on lève des secrets de famille, pose la question de la transmission, l'idée que la transmission ne s'est pas faite. Beaucoup d'entre vous êtes issus de familles de républicains. Moi, je suis la branche rapportée qui voit comment ça se passe, et je dis qu'il y a eu une transmission. Mon beau-père a appris à lire, à écrire grâce à la communauté anarchiste qui défendait l'idée que dans la vie, un ouvrier n'avait pas toujours l'opportunité d'aller à l'école, mais qu'il devait pouvoir continuer son chemin même en cours du soir. Et son fils a passé toute sa carrière à travailler dans la formation continue. Quand je vois aujourd'hui, bien entendu, son appartenance aux brigades internationales, sa conception politique, l'idée d'écouter ne serait-ce 30 secondes quelqu'un qui a un discours d'extrême droite, chez mes enfants comme chez Joël bien sûr, c'est inconcevable. Il y a quelque chose, une sorte de barrière absolue. Donc finalement, même s'il n'a pas dit, il y a une transmission qui s'est faite. Et donc je pense qu'en dépit des apparences, la transmission se fait même si c'est à travers des secrets. C'est dont je voulais témoigner. Ouais.
Bon, ça va, tu n'as pas raconté trop de secrets, c'est bon. Oui, puis je pense que j'ai mes engagements aussi, enfin, bien sûr. Alors, il y a un environnement. Je pense que dans les familles républicaines espagnoles, contrairement à beaucoup de familles d'immigrés, il y avait le respect du livre, par exemple. Il y avait ce souci qu'il faut essayer de travailler à l'école pour essayer de grandir, de comprendre, pour agir demain, pour être mieux. Il y a ce souci effectivement qu'on peut continuer toujours à se perfectionner, à se grandir, que les choses ne sont pas jouées à la naissance, que par l'éducation, par un sens des valeurs morales très fort. Oui, je vous l'ai pas dit, mais c'était pas rigolo non plus. Hein, c'était tout libertaire que c'était. On n'allait pas se marier à l'église, mais attendez, c'était voilà, on faisait pas n'importe quoi. Hein, c'était très un sens des valeurs, quoi. Hein, voilà. Par exemple, le sens de la parole donnée. Si tu donnes ta parole, tu la tiens. Enfin, c'est des choses qui effectivement passent probablement. Sans trop qu'on s'en rende compte au niveau des enfants et peut-être des petits-enfants. Cette idée que la foi dans la dignité humaine, pour prendre la question de Pascal, oui, je crois que, en fait, c'est des humanistes de ce côté-là, au sens où on considère que l'être humain, il peut faire des choses extraordinaires et qu'il faut toujours avoir une présomption de confiance vis-à-vis d'un autre homme, plutôt qu'une présomption de défiance. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, la frontière la plus importante avec les franquistes. Ils postulent la défiance. Fais attention, c'est cette idée de la peur instituée comme système, alors que là, ils postulaient la confiance. Eh bien ça, c'est vrai que c'est ce qui grandissait chez eux. Après, malgré tous leurs défauts, les engueulades et parfois y compris les a priori, les réductions d'idées un peu rapides sur certains sujets, mais y compris les engueulades au sein du mouvement libertaire. Hein. Enfin, faut voir ce que c'était aussi. Hein. Mais fondamentalement, il y a quelque chose de voilà, moi qui m'a semblé être cette idée d'un humanisme. Ils n'étaient pas croyants du tout, voire même ils sont rejetés. Alors, ils étaient en conflit avec l'Église catholique espagnole. Faut remettre aussi le contexte dans le contexte de l'époque. Mais il y avait une forme de croyance, d'espérance, une forme d'espérance en quelque chose qui pouvait nous faire rendre meilleur et plus grand. Oui. C'est peut-être ça leur foi dans la dignité humaine. Y a-t-il des dernières prises de parole? Monsieur? Oui. Et monsieur? Attendez, monsieur, d'abord. Merci bien. Bonsoir, Jean-Pierre Yen. Je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez des bizarreries de la vie quand deux généraux, se rencontrent en 1969 au Pays Basque. Le général de Gaulle et Franco. Merci. Joël, monsieur, devant. Oui, monsieur. Oui, moi je m'appelle Albert Del Blanco. Mon père a fait la guerre d'Espagne. Il est mort en 2001. Et moi je souhaiterais parler aussi de l'Espagne d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Espagne? Il y a un parti politique qui est le Parti populaire. Et un autre parti qui est Vox. Ces deux partis, ce sont le Parti populaire, il a été créé par des ministres de l'époque de Franco, Fraga et Iribarne, et plusieurs ministres avec lui, dont déjà un grand danger. Depuis peu, Vox, le président, c'est Santiago Abascal, lui, il n'est pas Parti populaire, il est tout à fait franquiste. Et il l'affiche, il a 33 députés à l'Assemblée nationale. Très, très dangereux, Joël, très dangereux. L'Espagne risque peut-être de revoir
le franquisme revenir en 2023? Je me pose la question. Pedro Sánchez, le Premier ministre, a d'énormes difficultés à ce jour pour faire un gouvernement progressiste de gauche. Il est en train de travailler sérieusement parce que les gens qui vont voter pour lui à la prochaine élection, bon, eh bien, ça risque de peut-être des souvenirs que je ne souhaiterais pas. Voilà, merci. Y a-t-il une dernière prise de parole? Ah. Oui. Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Donc, je voulais dire que il me semble que la défaite a été la défaite de la révolution sociale finalement. Hein. Il y avait une émergence d'avancées sociales dans toute l'Europe, que ce soit en France, le Front populaire, en Espagne évidemment, en Allemagne, le mouvement spartakiste, et ça a été la victoire du capitalisme et du capitalisme international. Donc le capitalisme, que ce soit américain ou européen, a collaboré avec le nazisme, avec le franquisme. Ils ont perdu, on va dire, ils ont perdu, mais ils ont gagné finalement la guerre. Ils ont perdu en Europe officiellement, mais finalement, ils se rattrapent aujourd'hui. Hein, toutes les avancées sociales qui ont été gagnées par les ministres communistes de l'après-guerre sont maintenant remises en question progressivement, hein, même depuis l'arrivée des socialistes, on peut dire. Privatisation complète des services publics. Donc au final, le capitalisme, il s'arrange de tous les systèmes, à part celui sans doute libertaire. Mais sinon, il s'arrange du système autoritaire, que ce soit les dictatures, hein, mais du système démocratique aussi, évidemment, comme on peut le voir aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais commencer par... bon, là, c'est une opinion, hein, une analyse et une opinion que vous portez. Je pense qu'il faut faire attention avec les mots, et notamment lorsqu'on utilise des mots valises. Capitalisme est un mot valise. Il ne permet pas de préciser exactement ce qui se passe. Je pense que la finance internationale, c'est un sujet, et il faut l'appeler par son mot. Je pense que le nazisme et le totalitarisme, c'est un autre sujet, et il faut aussi utiliser le mot qui convient. Tout n'est pas dans tout et réciproquement, même si après on peut avoir une analyse globale. Hein. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était une guerre civile européenne. On s'est entremassacrés. Avec des représentations du monde, enfin, entre nous, franchement, on se pose 2 minutes. Vous vous rendez compte combien on s'est tapé dessus avec les Allemands? Ce qu'on a fait, ce qu'on s'est dit. Et quand aujourd'hui on regarde avec la distance du temps, enfin bon, c'est absolument affligeant de se dire qu'on a pu, comme ça, s'entretuer. Et je ne veux pas faire d'analogie avec d'autres situations qui se passent actuellement, attention, hein, parce que là on est encore parti sur un autre terrain, donc je voudrais l'éviter. Mais comment est-ce possible qu'on ait pu s'entretuer comme ça, et que tout ce qu'on arrive à inventer comme système nouveau, alternatif, tout ce qu'on arrive à inventer comme capacité à peut-être penser le monde autrement, modestement, c'est broyé par cette guerre civile européenne et toutes ses conséquences. Hein. On pourrait peut-être se parler du mur de Berlin et tout ce que ça représentait aussi. Enfin,
Les totalitarismes, ça a été terrible. Donc, moi, je pense, voilà, enfin, je voulais simplement faire ce petit focus sans rentrer dans le débat politique. Mais quand même, c'est terrible. La deuxième chose que je voulais, c'est revenir sur la question de l'Espagne d'aujourd'hui. J'ai eu la chance, grâce aux associations de victimes, d'être invité au débat au Sénat espagnol sur la loi sur la mémoire démocratique. La mémoire démocratique. J'étais, vous savez, dans les travées en haut du Sénat, à Madrid. Et là, j'ai entendu les prises de parole des différents ponentes, des différents intervenants. Et j'ai entendu la prise de parole du représentant de Ciudadanos, du représentant du Parti Popular et du représentant de Vox. Et j'ai eu mal au ventre. C'était les mêmes éléments de langage. Enrobés différemment, c'était les mêmes éléments de langage. C'est-à-dire qu'il y a des alliances que j'ai vues se nouer autour de ce sujet-là. Meloni en Italie a noué d'autres alliances. Il y a une vraie question qui nous est posée à nous, Européens, parce que je pense que ce n'est pas qu'un phénomène espagnol. Ça prend cette forme-là en Espagne, Vox. Mais on a une vraie interrogation à avoir. Ce qui est en train de se passer en Europe doit tous nous interroger en tant que citoyens. Parce qu'à la clé, il y a quand même une mise en péril de l'état de droit, si on y prend garde. Donc, c'est pas anodin. Et Vox, qui est la version espagnole de l'extrême droite, c'est pas anodin. Alors, je ne sais pas si en Ariège, dans quelques années, vous allez à nouveau accueillir des réfugiés espagnols, j'espère pas. Bon, je ne sais pas s'il y aura de la place, mais il faudrait tout faire pour éviter ça. Peut-être que l'Europe peut être un instrument, je ne sais pas. Mais ce n'est pas anodin ce qui est en train de se passer. La bizarrerie de Gaulle et de Franco qui se voit en 69, c'est la réelle politique. Évidemment. 69, on remet en contexte, l'Espagne s'est ouverte depuis quelques années au tourisme et a envoyé ses Espagnols, ses travailleurs espagnols en France, en Allemagne pour entrer des devises. Et c'est grâce à ça que l'Espagne va sortir la tête de l'eau et commencer son boom économique. Franco, De Gaulle se rencontrent pour faire tomber quelques contraintes administratives. C'est vrai que c'est terrible, mais c'est de la réelle politique. Voilà. Est-ce que De Gaulle aurait pu éviter de le rencontrer ? Oui. Je pense que ce qui fait la grandeur d'un homme d'État, c'est aussi d'être capable de dire non dans un certain nombre de cas. Il a été capable de dire non en 40, il ne faut pas l'oublier. Mais là, franchement, il aurait pu peut-être faire autrement. Mais on est en 69, c'est la réelle politique. Voilà. Franco était à la recherche de légitimité, il était à la recherche, il courait derrière tous les chefs d'État possibles pour essayer de se faire reconnaître comme étant digne, parce qu'il savait très bien qu'il avait pris le pouvoir. Comment il avait pris le pouvoir? En s'insurgeant contre la République, contre un gouvernement démocratiquement élu, et en fait en commettant un crime contre son peuple, en massacrant une partie de son peuple. Ça, il le savait très bien. Donc il cherchait de la légitimité comme il pouvait. Oui, je suis trop long. Oui. T'as vu les questions? Mesdames, Messieurs, le temps, malheureusement, le temps avance. Nous allons conclure cette première conférence des rencontres d'Apamé. Est-ce que, Joël, tu as envie de rajouter quelques mots? Est-ce que tu as envie de... Et je préciserai ensuite la suite pour les rencontres d'Apamé. Peut-être une dernière petite chose. C'est Viviorca, vous savez, l'historien qui disait « La mémoire a davantage à voir avec le présent qu'avec le passé ». Mine de rien, c'est ce qu'on a fait là. On a, en regardant le passé, interrogé aujourd'hui et peut-être demain. Et je pense que le travail de mémoire, c'est pas seulement faire des commémorations, c'est bien. C'est aussi, au-delà de tout cela, une forme d'apprendre et aussi une forme de réparation morale pour tous ceux qui ont souffert. Et je voulais vous féliciter parce qu'en Ariège, vous faites un très beau travail de mémoire. Merci à vous tous. Mesdames, Messieurs,
Donc je voulais vous remercier de votre présence ce soir pour cette première conférence. Je voudrais vous indiquer que nous avons donc la séance de dédicace derrière qui est organisée par la librairie des Bleus du Ciel. Concernant les rencontres d'Apamé, c'était notre première. Merci d'être venus aussi nombreux. Et je voudrais vous rappeler que nous projetons une prochaine conférence au printemps. Voilà, et donc vous serez toutes et tous les bienvenus à cette occasion. Nous allons avoir en bas dans le hall de l'immeuble un petit verre, donc vous êtes les bienvenus. Et nous irons ensuite, si vous êtes disponibles, dîner au café du Castella à Pamiers. Voilà, vous êtes tous, et merci encore.